dans Parlement Hebdo, le rendez-vous d'infos du week-end de la chaîne parlementaire. Retour en 45 minutes sur les temps forts qui ont marqué cette semaine politique. Une semaine dominée une nouvelle fois par les inquiétudes sur le contexte économique. Rigueur or not rigueur, telle est la grande question du moment. L'autre mot de la semaine, c'est aussi censure. Après la décision de Nicolas Sarkozy de renforcer l'engagement français en Afghanistan, les socialistes veulent censurer le gouvernement. Une motion sera défendue dans l'hémicycle mardi prochain. Autant de thèmes dont on va parler avec notre grand témoin de la semaine, Marie-Laetitia. Et notre invité pour commenter cette actualité, c'est vous, André Valigny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste, président du Conseil général de l'Isère depuis 2001 et vous sortez ce mois-ci un livre, Justice pour la République, un ouvrage dans lequel vous avancez des propositions pour remettre le citoyen au cœur de la République. Et on en reparlera de cet ouvrage, mais à présent, on va maintenant commenter avec vous les temps forts de la semaine. Une semaine, André Valigny, qui commence étonnamment par le lundi. C'est un peu le feuilleton du moment, je vous le disais, la crise économique et les contraintes qu'elle engendre pour le gouvernement. Vous vous souvenez qu'en fin de semaine dernière, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse entre 1,7 et 2%. Le déficit public, lui, a été revu à la hausse de 2,4 à 2,7%. Du coup, c'est un peu branle-bas de combat au sein de l'exécutif. Les ministres ont même été convoqués lundi en séminaire gouvernemental. Jérémy Hartmann. Branle-bas de combat pour le gouvernement. Dans un contexte économique en berne, François Fillon a convoqué la plupart de ses ministres et secrétaires d'État à Matignon. Objectif, redéfinir les réformes à venir. Avec un déficit budgétaire revu à la hausse et des hypothèses de croissance de moins de 2% pour 2008, le Premier ministre va devoir se donner des priorités. La question de la lutte pour la réduction du chômage, la question de la lutte pour obtenir le plein emploi, elle va être au cœur de toutes les réformes du gouvernement durant ce printemps. Mais pour les socialistes, François Fillon joue sur les mots. Dans un contexte économique difficile, ce qu'il appelle gestion sérieuse n'est en fait synonyme que de rigueur. Ça conduit de manière logique et inéluctable vers un plan de rigueur qui va commencer par la rigueur dans la dépense publique et des coupes claires dans les dépenses publiques. Et on le voit déjà, la première dépense qui va être réduite de manière drastique et massive, c'est celle de l'éducation nationale. Faute de pouvoir se baser sur la croissance, le gouvernement Fillon mise donc désormais sur le plein emploi, ou comment changer son fusil d'épaule pour relancer les réformes et répondre à l'impatience des Français. Alors, André Valigny, à gauche comme à droite, vous vous êtes gargarisé toute la semaine de ce mot, la rigueur. On a quand même le sentiment que vous ne le définissez pas tous de la même manière. Quelle est votre définition à vous ? La rigueur en politique, comme de façon générale, c'est plutôt positif. Être rigoureux, c'est être sérieux, c'est ne pas faire n'importe quoi. La rigueur budgétaire que prépare le gouvernement, c'est différent. Ce sont des économies dans les dépenses publiques qui vont être préjudiciables à la politique en matière d'éducation nationale, en matière de santé, en matière de sécurité, en matière de justice, en matière de logement, en matière d'aide aux chômeurs. Donc la rigueur vue par le gouvernement, la rigueur que prépare le gouvernement, c'est quelque chose qui va être assez dur à supporter pour les Français qui ne vivent déjà pas si bien que ça. Alors vous savez que la droite, elle dit la rigueur, c'est quand on augmente les impôts. C'est pas la définition du Parti socialiste ? Je le répète, la rigueur, ça peut être quelque chose de positif. Ça n'a rien à voir avec la politique fiscale. Si ça veut dire gérer sérieusement le pays. Mais si la rigueur, ça veut dire qu'on gère le pays au détriment du plus grand nombre et en favorisant toujours les mêmes, c'est-à-dire une petite minorité de privilégiés, c'est le paquet fiscal de l'été dernier, ça c'est inacceptable. Et la rigueur que prépare le gouvernement, c'est pas encore un plan de recettes supplémentaires, d'alourdissement des impôts, ça peut venir, ça pourrait venir, mais c'est déjà des dépenses en moins dans le domaine de la santé, du logement, de l'éducation. Vous êtes totalement de bonne foi à gauche dans ce débat-là. C'est vrai que les mauvais indicateurs, la croissance, le déficit, vous auriez sans doute grosso modo eu les mêmes si vous aviez été au pouvoir. Oui, je crois qu'il faut être honnête et sincère. Nous, socialistes, nous serions stupides si nous ne reconnaissions pas qu'il y a un problème au niveau international, un problème financier, une crise financière internationale. Et ça n'arrange pas les affaires du gouvernement français, pas plus que les affaires des autres gouvernements. Donc nous sommes honnêtes, nous le reconnaissons. Mais le gouvernement, lui, n'est pas honnête quand pendant des mois,
il maintient que ces chiffres vont être les bons, que le déficit va être tenu, que la rigueur n'est pas à l'ordre du jour. Nous avons dit depuis des mois que les prévisions budgétaires pour 2008 étaient fausses, que le gouvernement mentait aux Français. Aujourd'hui, il est obligé de le reconnaître et il ne veut toujours pas le reconnaître. On va y revenir. Alors, mesure d'économie ou plan de rigueur, la réduction des dépenses publiques fait donc l'objet d'une violente bataille politique. Sur cette question, quel est le point de vue des économistes? Que peut faire l'État pour réduire les dépenses publiques? Hélène Mangiardi. Pour trouver de l'argent, pas question d'augmenter les impôts. François Fillon annonce des mesures d'économie pour tenir ses engagements européens. On ne parle donc toujours pas de plan de rigueur, mais pour réduire les dépenses, l'État devra bien se serrer la ceinture. Donc il faudra certainement couper dans des ministères qui ne concernent pas forcément des fonctions régaliennes, comme par exemple Bercy, l'économie et les finances. Ça a déjà commencé à être fait, mais il y a certainement des voies d'amélioration. Et puis il faudra aussi certainement s'attaquer à certains tabous. Par exemple, l'éducation nationale. Il y a très certainement, là encore, des économies à réaliser. Des arbitrages à faire, donc, qui s'ajouteront aux réformes de la RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques, avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Autre piste pour faire des économies, les dépenses sociales. On peut toujours dire, voilà, on va doubler la franchise médicale. Mais doubler la franchise médicale, ça va vous faire un supplément de 900 millions d'euros. On voit qu'on est très loin des ordres de grandeur. En gros, globalement, ce qu'il faudrait, c'est que l'État arrive à économiser ou à avoir des nouvelles recettes aux alentours de 10 milliards d'euros en année pleine. 10 milliards d'euros donc pour rester en dessous des 3% de déficit imposés par Bruxelles. Tenir les objectifs européens, c'est une priorité pour François Fillon. Il en va de la crédibilité de la France devant ses partenaires européens. André Valigny, 79% des Français seraient favorables à une réduction des dépenses publiques. Ils sont, en gros, disons qu'ils pensent qu'il y a trop de fonctionnaires en France. Sur ce sujet, est-ce que le PS est vraiment en accord avec l'opinion publique? Mais le PS pense, comme tous les Français, qu'il y a sans doute des secteurs où on peut faire des économies, y compris en termes de fonctionnaires. Peut-être dans le domaine militaire, peut-être dans le domaine diplomatique. Nous avons beaucoup de personnel dans les ambassades. Est-ce que tous sont vraiment utiles? On peut se poser la question. Et j'ai vu que le gouvernement voulait réduire la voilure dans ce domaine-là. Pourquoi pas? En fin de semaine. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas envisager de faire des économies dans le fonctionnement du Quai d'Orsay, par exemple? Mais s'il s'agit de supprimer des dépenses, des crédits en matière de santé publique dans les hôpitaux, dans les écoles, avec les enseignants, dans la police, dans la justice, est-ce que les Français sont d'accord? Dire comme ça, en général, qu'on est contre les fonctionnaires qui seraient trop nombreux, c'est un peu facile. On connaît le cliché un peu poujadiste qui fait toujours recette en France. Il faut dépasser ce stade, il faut aller un peu plus loin. Et lorsque vous interrogez les Français sur le point de savoir s'il y a trop d'infirmières, trop de policiers, trop de magistrats, trop d'enseignants, ils vous répondent non. Mais selon vous, quel est le principal poste d'économie? Moi, je crois que le principal poste d'économie, ce serait de revenir sur le paquet fiscal. Si le gouvernement français ne s'était pas privé de marge de manœuvre en juillet dernier, il serait moins en difficulté aujourd'hui. Alors, il y a une façon très simple d'arranger ses affaires, si j'ose dire, qu'ils nous écoutent, qu'ils suivent nos conseils, qui sont totalement désintéressés. Nous sommes objectifs lorsque nous disons au gouvernement, revenez sur le paquet fiscal. Mais à force de dire, André Valigny, que ce paquet fiscal est le péché originel d'une certaine manière de la droite, vous n'avez pas le sentiment de lasser et surtout d'avoir une pensée un peu pauvre en termes économiques aujourd'hui à gauche? Non, notre pensée n'est pas pauvre parce que si le gouvernement décidait de revenir sur le paquet fiscal, nous avons aussi des propositions à lui faire sur la façon d'utiliser les marges de manœuvre qu'il aurait ainsi récupérées. Nous pensons qu'il pourrait alors à ce moment-là augmenter l'allocation de rentrée scolaire en septembre prochain, la prime pour l'emploi, augmenter beaucoup de dépenses en matière de retraite aussi. Des dépenses utiles qui favoriseraient le pouvoir d'achat, qui permettraient aux Français modestes de vivre mieux et qui relanceraient aussi la consommation et donc la machine économique. On va continuer d'en parler puisque l'économie a dominé un peu toute la semaine et on va maintenant passer à la journée de mardi, journée houleuse à l'Assemblée nationale. Mardi, en effet, ce sont tous les parlementaires qui sont invités dans les hémicycles du Sénat et de l'Assemblée nationale à débattre de l'engagement français en Afghanistan. Débat sans vote, motivé, vous le savez, par les récentes annonces du chef de l'État de renforcer nos troupes dans cette zone de conflit. Effet de surprise, quelques heures avant le débat, les socialistes annoncent le dépôt d'une motion de censure, motion qui sera examinée mardi prochain. Tout de suite, récit d'une séance au Palais Bourbon pas tout à fait comme les autres, avec Juliette Duncan.
François Fillon est venu défendre le chef de l'État. Il tente de rassurer les députés en minimisant l'ampleur des renforts français. Ces conditions seront débattues demain et le président de la République précisera, au regard de vos analyses et au vu des conclusions du sommet, notre engagement. Les effectifs pourraient être de l'ordre de quelques centaines de soldats supplémentaires. Des hommes qui s'ajouteraient aux 1500 hommes déjà présents. Une véritable erreur pour la gauche. En question, la position atlantiste de Nicolas Sarkozy, accusé de soumettre la France à la stratégie des États-Unis. Pour l'opposition dans son ensemble, c'est une erreur, à tel point que le PS dégaine son arme la plus médiatique. Je vous informe que notre groupe déposera une motion de censure en vertu de l'article 49.2 de la Constitution. Oui, la France doit continuer de préserver sa liberté de choix dans le monde. En question aussi le coût de ces renforts. Mais pour la France elle-même, pour son peuple, a-t-on dit aux Français comment, avec des caisses vides, ils allaient payer cette intervention et ces moyens supplémentaires? Monsieur le ministre, à combien est élevé ce surcoût lié à cette opération? Pour l'instant, pas de réponse sur la provenance des fonds. Le gouvernement se contente simplement d'avancer le montant de la facture. Le coût de l'opération telle qu'elle est à l'heure actuelle en Afghanistan est un coût entre 150 et 200 millions d'euros. Pour le surcoût complémentaire, cela dépendra d'une décision qui n'est pas toujours prise, qui est celle de l'envoi complémentaire d'hommes et de femmes en Afghanistan. Enfin, Bernard Kouchner, consensuel, a tenté de rassembler la gauche et la droite en rappelant l'objectif de cette mission. Je ne pense pas une seconde qu'ici, dans cet hémicycle, il y ait des gens qui soient contre, qu'on achève au moins pour permettre aux Afghans de prendre le relais, qu'on achève immédiatement cette lutte qui n'est pas encore gagnée contre le terrorisme et contre les talibans. Le ministre des Affaires étrangères a donné la date de la conférence internationale sur l'Afghanistan demandée par son président, Hamid Karzai, et promise par Nicolas Sarkozy. Ce sera le 12 juin prochain. Alors André Valigny, vous avez entendu Bernard Kouchner dans l'hémicycle. Vous savez ce qu'on va dire? On va dire que les socialistes sont contre le principe de soutenir la lutte contre les talibans et contre le fait d'accompagner l'Afghanistan dans son processus démocratique? Non, qui peut penser ça sérieusement une seconde? Nous sommes évidemment totalement favorables à une lutte implacable contre le terrorisme, contre les talibans et contre tout ce qu'ils pourraient à nouveau commettre en Afghanistan s'ils revenaient au pouvoir. Non, nous sommes à l'opposé de cet esprit munichois dont on a parlé cette semaine, et nous ne sommes pas d'ailleurs pour un départ immédiat d'Afghanistan. Moi, je considère qu'il y a des choses à faire en Afghanistan et que la France doit y prendre sa part. Mais il faut que les choses soient claires, que les missions soient précises, que les missions de la force militaire française, de toutes les forces militaires en présence, sous l'égide de l'OTAN, que cette mission soit précisément définie. Et aujourd'hui, elle ne l'est pas. Non, elle doit être recadrée. Ça fait 7 ans que nous sommes là-bas. Les choses n'ont pas vraiment changé, très peu en tout cas, et les résultats ne sont pas là. Tout le monde reconnaît qu'au bout de 7 ans, le travail reste à faire. Donc il faut sans doute recadrer cette mission, la redéfinir, et au lieu de pratiquer cette fuite en avant consistant à annoncer des renforts, je pense que la France aurait dû demander une redéfinition de la mission. Au préalable. Alors en tout cas, cette motion sera débattue à l'Assemblée mardi à 15h. Vous pourrez d'ailleurs bien sûr suivre cette séance en direct sur notre antenne jusqu'à 18h. Motion co-signée avec les socialistes par les communistes et les Verts. Elle n'a bien sûr, il faut quand même le rappeler, aucune chance d'être adoptée. Ce sera d'abord et avant tout l'occasion de réveiller le clivage droite-gauche. On écoute sur ce sujet François Hollande et Jean-François Copé. Les Français s'étaient exprimés au moment des élections municipales, on ne les entend pas. On ne veut pas davantage écouter le Parlement. Il y a un moment où il faut aussi qu'il y ait un grand débat dans l'enceinte qui est celle de la représentation nationale. Ça sera le débat autour de la motion de censure. Le gouvernement ne veut pas engager sa responsabilité, alors nous la mettrons nous-mêmes en question. Écoutez, chacun sa conception. De toute façon, cette motion de censure, si elle doit avoir lieu, si ce débat doit avoir lieu, nous, les députés UMP, on relèvera le gant, on relèvera le défi, et ce sera l'occasion d'un débat avec la gauche sur nos propositions pour la suite, pour poursuivre notre travail de réforme pour le pays. En 1966, l'opposition avait déposé une motion de censure contre le retrait de l'OTAN. Le PS fait le chemin en sens inverse aujourd'hui ? Le PS a changé depuis 1966. On pouvait penser que la doctrine militaire française, elle, n'avait pas changé, puisque Nicolas Sarkozy prétend s'inspirer du général de Gaulle. Il est l'héritier de l'UDR, du RPR, aujourd'hui de l'UMP. Donc nous considérons que la France
devrait garder sa liberté de choix, sa liberté d'action, son indépendance tout simplement en matière internationale, en matière militaire internationale. Et Nicolas Sarkozy, lui, pense le contraire. D'ailleurs, il l'assume, il le revendique. Il l'a dit clairement à Bucarest, il souhaite que la France réintègre le commandement militaire intégré de l'OTAN. Nous pensons que ce n'est pas une bonne solution. Et je pense que le débat de mardi va être très intéressant. Alors, débat mardi dans l'hémicycle, et puis il y a eu un débat aussi au sein même de votre famille politique. Visiblement, il a fallu trancher entre ceux qui disaient que cette motion de censure devait porter sur l'intégralité du début de quinquennat de Nicolas Sarkozy, et ceux, plutôt la ligne fabusienne, qui disaient non, pas du tout, il faut s'en tenir à la politique internationale, ne serait-ce parce que si l'on interroge l'Assemblée sur l'atlantisme, on va peut-être rallier les gaullistes de l'UMP. Vous avez sincèrement espéré renverser réellement le gouvernement? Non, on ne pense pas sincèrement et sérieusement renverser le gouvernement. On sait qu'il y a des tiraillements à droite. Le groupe UMP est tiraillé, traversé de courants contradictoires. Il y a des vrais gaullistes, Miard, Dupont-Aignan, Lucas et d'autres, et puis il y a des atlantistes assumés. Donc je pense qu'à droite, les choses ne sont pas aussi simples. C'est ça que vous avez voulu souligner? Non, pas seulement. Si on peut mettre un peu de zizanie au sein de la droite, pourquoi pas? Non, le plus important, ce qui est vraiment sérieux, c'est d'avoir un débat de fond sur la politique militaire française au plan international. Le débat va être très intéressant. On ne parle pas assez souvent de politique internationale à l'Assemblée nationale. On ne parle pas assez souvent de questions militaires. Et nous avons des choses à dire. Nous voulons censurer le gouvernement sur cette question précise. Une motion de censure, c'est pas une arme qu'on peut brandir un nombre indéfinissable de fois à l'occasion d'un quinquennat. Ce qui n'est pas dommage que vous n'ayez pas profité de cette motion de censure pour avoir le vrai débat sur la politique économique et sociale que vous réclamez d'ailleurs. François Hollande, dans l'introduction de son discours, va évoquer tous les sujets, rapidement, mais il va le faire, tous les sujets qui méritent que l'on censure le gouvernement en matière économique et sociale et fiscale. Donc il va évidemment balayer rapidement, mais il va balayer tous les sujets qui méritent la censure selon nous. Mais la motion de censure est centrée sur l'OTAN, l'Afghanistan, les questions internationales, parce que c'est un sujet, je le répète, très important. On n'en parle pas assez. Les Français s'y intéressent plus qu'on ne le croit et c'est l'occasion de leur montrer que nous aussi on s'y intéresse. Alors le scandale qui a marqué ce début de semaine, c'est l'affaire de la banderole injurieuse du Stade de France. Pédophiles, chômeurs, consanguins, bienvenue chez les ch'tis. Voilà le message adressé samedi dernier au RC Lens. Mardi, Nicolas Sarkozy a reçu ses dirigeants ainsi que le député maire lensois Guy Delcourt. Marie Drelon, pardon. Unanime, tout le monde est unanime pour condamner la banderole de la honte. Samedi soir, le club de supporters du PSG le plus radical, les Boulogne Boys, déploie cette banderole insultant les ch'tis. Immédiatement, le gouvernement et diverses personnalités du foot réagissent. Ce matin, Michel Alliot-Marie demande la dissolution des Boulogne Boys. Une dissolution possible par la loi qu'elle a elle-même fait voter en 2006. Une loi pourtant peu appliquée. Le député Guy Delcourt a convoqué la presse à l'Assemblée nationale ce matin. Il veut renforcer l'appareil répressif. Je rajoute un complément, par exemple. Interdiction de stade sur une faute de ce type, c'est pas 2-3 semaines ou un mois, non, c'est toute la saison. Toute la saison. Et si c'est tellement grave et au point où on en est, on peut hélas le craindre, eh bien c'est à vie comme c'est en Angleterre. Côté foot, les deux entraîneurs de Lens étaient présents pour appeler au respect de la loi. Il y a des lois qui existent, nous en football on a des règles, il y a des règlements, on essaye de les respecter. C'est quelquefois compliqué, on prend des cartons jaunes et des cartons rouges parce que justement on bafoue ces règles. Aujourd'hui, il n'y a qu'à faire la même chose avec les règles et les textes qui existent. Et je pense qu'on réglera rapidement ce problème qui est devenu quand même récurrent et très malsain. Des propos entendus 100 fois mais qui ne semblent pas faire réagir les autorités policières et pénales. En Angleterre, environ 3500 hooligans sont interdits de stade. En France, 93. EADS dans le collimateur de l'autorité des marchés financiers. Mardi, l'AMF a lancé une procédure de sanction contre le groupe pour mauvaise communication financière et délit d'initiés. Cela concernerait 17 dirigeants. Ce même jour, la commission des finances du Sénat rendait un rapport montrant du doigt le rôle de l'État dans cette affaire. Fabrice Cunet. Le constat de la commission des finances du Sénat est sans appel. L'État, en tant qu'actionnaire de ADS, a, je cite, montré un manque d'intérêt coupable dans le suivi de l'actionnariat du groupe. Évidemment que nous tirons des leçons de la manière dont l'État s'est comporté en tant qu'actionnaire. Et dans le rapport que nous allons publier, vous allez voir qu'on dit que l'État était transparent, était le figurant parfait. Voilà. La faute au pacte signé en 99 et 2000 avec l'Allemagne.
L'État est certes actionnaire de ADS, mais il y est représenté par des sociétés holding. Au moment des retards de production et des ventes d'actions, le gouvernement a manqué d'informations. Nous devons améliorer la gouvernance publique, clarifier le rôle de l'État, sortir de ce pacte d'actionnaires et que l'État occupe la place qui est la sienne en tant qu'actionnaire. Ceci doit être renégocié. Une première réorganisation a déjà eu lieu en 2006. Pour les sénateurs, il faut aller encore plus loin et permettre ainsi à l'État de jouer un rôle de contrôle qui a fait défaut dans cette affaire EADS. Allez, on continue de dérouler le film de notre semaine avec la journée de mercredi. Mercredi, autre sujet brûlant, les OGM, organismes génétiquement modifiés, en débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec le début de l'examen du projet de loi Jean-Louis Borloo, un texte abondamment retouché par les sénateurs. Pour certains d'ailleurs, cette nouvelle version ferait la part trop belle aux pro-OGM. Les partisans des cultures traditionnelles ont donc organisé cette semaine la résistance, notamment à l'occasion d'un camping improvisé devant le Palais Bourbon. En clair, on avait là tous les ingrédients pour que le débat soit explosif. Chloé Buffard. Ils campent devant l'Assemblée, des militants anti-OGM bien décidés à rester ici jusqu'à la fin des débats. C'est parce que les citoyens sont inquiets que nous sommes là. C'est parce qu'on avait eu des promesses à la sortie du Grenelle de l'environnement pour qu'il y ait véritablement une loi qui protège les paysans et les consommateurs qui majoritairement ne veulent pas d'OGM. Or aujourd'hui, après le débat qu'il y a eu au Sénat, on va vers une loi plutôt de coexistence qui permet en fait de développer les OGM en acceptant un seuil de contamination inacceptable. Parmi eux, des faucheurs volontaires, leur action deviendrait un délit passible de 2 ans de prison et de 75 000 € d'amende, un durcissement des peines condamnées par l'opposition. Si le Sénat s'était déjà penché sur le sujet en 2006, notamment grâce à l'action déterminée et courageuse des faucheurs volontaires que l'on peut considérer aujourd'hui comme de véritables lanceurs d'alerte dont nous demandons la reconnaissance du statut à l'instar de ce qui se passe dans plusieurs pays européens. Je préfère quant à moi que l'information se fasse grâce à la connaissance scientifique plutôt que par des individus, et disons le mot, par des voyous qui viennent saccager des propriétés privées. En contrepartie du délit de fauchage, le projet prévoit plus de transparence sur la localisation des cultures OGM. Oui, les parcelles figureront sur Internet. Et la transparence totale qui est souhaitée sera alors mise en œuvre. Des débats tendus, chaque camp s'accusant d'être sous influence, lobby des semenciers contre lobby écologiste. Je déteste le lobbyisme, c'est viscéral. Limagrin ou je ne sais pas, il y en a sûrement d'autres, je ne veux pas et je ne le ferai jamais. Ni Monsanto, je ne veux pas les voir. Pas moins de 3 ministres se sont succédés à la tribune pour défendre le projet de loi. Premier test législatif du Grenelle de l'environnement et premier regret pour Jean-Louis Borloo. Certes, le gouvernement avait présenté un texte plus encadrant et continuera de le défendre avec conviction, mais c'est au Parlement, au dernier ressort, qu'il revient de voter la loi. Prochaine étape, les députés doivent commencer l'examen des articles et des quelques 460 amendements déposés. Le vote solennel du texte aura lieu le 8 avril. André Valigny, le sénateur UMP Jean-François Legrand a dénoncé la toute-puissance des lobbies dans ce débat. Est-ce qu'un texte peut être voté justement avec une telle pression ? La pression des lobbies, elle existe souvent, trop souvent, à l'Assemblée comme au Sénat. Moi, je me fixe une règle très simple, je ne vois personne, je ne déjeune avec personne, et je ne dîne encore avec personne non plus. Et vous ne croyez personne ? Moi, je lis les documents qu'on m'envoie, mais je me forge mon opinion en lisant les documents, en regardant la télévision, la chaîne parlementaire. Donc il faut pas commencer à rencontrer les uns et les autres, à se laisser inviter au restaurant ou ailleurs. Ça, c'est une pratique qui s'exerce à droite comme à gauche ? Oui, je crois qu'il y a des... dans un camp que dans l'autre. Non, je sais pas, il y a des députés de droite et de gauche, des sénateurs aussi, qui se laissent parfois influencer sans même forcément s'en rendre compte. Il faut être totalement inflexible et infaillible. Je déteste aussi le lobbying, comme Bernard Debré. Alors sur cette affaire des OGM, j'ai lu ce qu'avait dit le sénateur UMP, il est courageux de l'avoir dit. Si ce qu'il dit est vrai, c'est très grave. Depuis, il y a eu des réactions laissant penser qu'il était allé un peu trop loin. Je n'en sais rien. S'il a des choses précises à dire, il faut qu'il aille plus loin. Il faut qu'il cite au moins des lobbies et des lobbyistes, à défaut de dénoncer ses collègues. Vous sauriez en citer des noms précis ? De députés ou de sénateurs ? Ou de grands groupes dont le lobby a été très clair et affirmé à l'Assemblée. Vous auriez vu assister à des scènes de ce genre ?
Oui, bien sûr, oui. Oui. Moi, je m'occupe peu des questions économiques et sociales. Je m'occupe beaucoup de justice à l'Assemblée. Donc là, c'est un peu différent. Je reçois les syndicats de magistrats, je reçois les syndicats, les organisations d'avocats. Il n'y a pas d'intérêt financier à la clé. C'est très différent. Mais je sais qu'en matière économique, certains parlementaires ne sont pas assez prudents. Je ne dis pas qu'ils sont forcément malhonnêtes. Ils ne sont pas assez prudents. Et leur indépendance d'esprit est parfois remise en cause sans même qu'ils s'en rendent compte. Alors pour revenir à la question de fond qui est oui ou non aux OGM, si on empêche le développement des cultures OGM en France, est-ce que finalement on ne joue pas le jeu des grandes firmes américaines qui vont se retrouver seules sur le marché? Sur les OGM, je crois qu'il faut être très clair et très simple là aussi. Tout ce qui peut permettre de rendre la recherche scientifique et notamment médicale plus efficace à partir des OGM, il faut le faire en milieu confiné. Tout ce qui peut attenter à la santé des consommateurs, remettre en cause les équilibres écologiques dans la nature par une culture d'OGM en plein champ, il ne faut pas le faire. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions, j'ai au moins compris ça. C'est simple, c'est clair, c'est ce qui était sorti du Grenelle de l'environnement. Hélas, les parlementaires UMP, au Sénat au moins, et certains à l'Assemblée aussi, sont en train de détricoter ce qui avait été fait. On n'était pas vraiment dans un clivage très affirmé droite-gauche. Il y avait d'ailleurs un certain malaise qu'on pouvait même ressentir sur le banc des ministres. Certains ont dit Jean-Luc Borloo, Nathalie Kosciusko-Morizet étaient assez mal à l'aise. Il était un peu malsain ce débat sur les OGM dans l'hémicycle? Non, au contraire, il n'est pas malsain, il est très intéressant. Vous avez vu qu'il y a un amendement émanant du groupe communiste qui a été adopté par l'Assemblée, d'André Chassaigne, député communiste, qui a été adopté, qui va dans le bon sens. Donc le Parlement, ça peut être utile. Ça peut être utile, ça peut permettre d'améliorer les textes du gouvernement, ou ça peut nous permettre, nous les députés, de limiter un peu les dégâts de ce qu'ont fait les sénateurs. Cette semaine, nous avons eu des nouvelles alarmantes d'Ingrid Betancourt. Après 6 ans de détention, l'otage franco-colombienne aurait commencé une grève de la faim et refuserait de prendre des médicaments alors qu'elle souffre d'une hépatite B. Mercredi, le président français a lancé un appel à Manuel Marulanda, le dirigeant des FARC, et l'Élysée a annoncé l'envoi d'une mission humanitaire pour tenter de récupérer Ingrid Betancourt. Alors vous qui dirigez les FARC, vous avez maintenant un rendez-vous avec l'histoire. Ne le manquez pas. Libérez Ingrid Betancourt et ceux des otages qui sont les plus affaiblis. Et on passe au jeudi, une journée marquée par le retour symbolique de la France dans le giron de l'OTAN. Au sommet de l'OTAN à Bucarest, il a beaucoup été question de la France. Avec l'annonce d'un tournant par Nicolas Sarkozy, la France pourrait réintégrer le commandement militaire de l'Alliance dès 2009. Qu'aux côtés de l'Allemagne, la France a pris toute sa place au milieu de ses alliés, et c'est certainement pas quand c'est difficile qu'on doit laisser tomber ses amis. En lançant cette invitation en commun avec Angela Merkel, j'ai parfaitement conscience que c'est un pas de plus. Laissons cheminer l'Europe de la défense et nous continuerons à cheminer vers l'OTAN. Je le redis, ce sont les deux en même temps, pas l'un ou l'autre. Attendons le sommet. André Valigny, au-delà du débat sur l'atlantisme de Nicolas Sarkozy, combien de temps la France peut-elle encore couver son principe d'indépendance? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rester hors jeu? Est-ce que vous pensez qu'on a eu tort, avec Jacques Chirac, il faut le reconnaître, de ne pas aller en Irak et de montrer une fois de plus que la France faisait ses choix en toute indépendance en matière internationale? Nous avons eu raison à l'époque. Nous avons approuvé Jacques Chirac. Ce que veut faire Nicolas Sarkozy, c'est exactement le contraire. C'est s'aligner sur les Américains. C'est réintégrer le giron atlantiste. Et je répète qu'il l'assume. Il a au moins cette honnêteté d'assumer ce revirement de politique internationale. Nous pensons que c'est une erreur. Nous pensons que c'est une erreur, que le monde est plus que jamais multipolaire, que la France doit tout faire pour qu'il soit toujours davantage multipolaire, qu'il n'y ait pas une superpuissance, une hyperpuissance. Est-ce qu'on ne peut pas dire au contraire, André Valigny, que Nicolas Sarkozy aide peut-être la France à sortir d'un certain manichéisme? On sait par exemple, tout le monde le reconnaît, que l'Europe de la défense n'a pas beaucoup avancé ces dernières années. Est-ce que pour avancer, elle n'a pas besoin de jouer la carte de la complémentarité avec l'OTAN ou de s'adosser à l'OTAN? On aurait besoin du grand frère américain pour exister, un petit peu, nous les Européens. C'est le contraire qu'il aurait fallu faire. De s'associer en tout cas à la structure existante. C'est le contraire qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu saisir l'occasion de la présidence française de l'Union européenne à partir du mois de juillet pour mettre les bouchées doubles sur l'Europe de la défense, pour la faire exister bien davantage encore, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui elle est toujours embryonnaire. Il faut que l'Union européenne se dote d'une vraie politique de défense
d'une vraie politique internationale aussi. On n'a pas besoin des Américains, pour ça on sait très bien que les Américains, ils sont hostiles. Ils laissent croire à Nicolas Sarkozy qu'ils vont être davantage tolérants sur l'Europe de la défense. C'est un leurre, les États-Unis se servent de ce leurre pour dire à Sarkozy, revenez dans l'OTAN, et l'Europe de la défense n'avancera pas. Nicolas Sarkozy est en train de se faire berner par les Américains. Vraiment, c'est très clair. Allez, on revient en France et à l'Assemblée nationale, puisque toujours jeudi, les députés ont voté une proposition de loi de Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale en personne. Objectif, mieux protéger les personnes qui viennent témoigner devant les commissions d'enquête parlementaire, au même titre que les témoins qui viennent s'exprimer devant les tribunaux. Tout de suite, les explications avec Chloé Buffard. Poursuivi pour avoir témoigné devant une commission d'enquête. Une situation qu'ont connue l'an dernier plusieurs victimes de sectes. Et les sectes ont profité du fait nouveau que les commissions d'enquête travaillent publiquement, avec souvent des auditions diffusées en direct par la télévision LCP, dans le cas particulier. Donc les sectes ont profité de cette situation pour harceler les témoins. Et suite à la dernière commission d'enquête, 7 procédures ont été engagées à l'initiative de 2 groupes sectaires bien connus, Raël et les témoins de Jéhovah. Ce matin, dans l'hémicycle, plusieurs députés avaient d'ailleurs participé à cette commission d'enquête sur les sectes. Renforcer la protection des témoins est donc pour eux une nécessité. La proposition de loi de Bernard Accoyer permet désormais aux personnes qui viennent témoigner de bénéficier d'une immunité relative, limitée aux poursuites pour diffamation, injures ou outrage. Bien sûr, le faux témoignage n'est pas couvert. Objectif, faciliter le travail parlementaire. Comment les commissions d'enquête pourraient-elles en effet remplir le rôle que le législateur leur a confié si elles ne peuvent recueillir des témoignages libres de toute pression? Dans l'hémicycle, peu de débat, la proposition fait consensus. Qui est pour? Le vote est à l'unanimité. Je vous remercie. Le texte est donc adopté. Allez, last but not least, on passe maintenant à la journée de vendredi. Il faut oser remettre en cause l'existant, il faut renoncer au millefeuille administratif. C'était le message de Nicolas Sarkozy vendredi matin à Bercy pour mettre fin au suspense et annoncer enfin les décisions en matière de réforme de l'État et des dépenses publiques. L'occasion aussi de répondre, je l'ai dit, à la grande question de la semaine, rigueur hors notre rigueur. On écoute tout de suite le chef de l'État. Ce ne sont pas les économies qui feront la réforme, c'est la réforme qui permettra les économies. Et c'est la différence entre la rigueur et la réforme. La rigueur, ça consiste à faire un coup de rabot, on impose à chacun le même effort. Ce que nous faisons, c'est la réforme de l'appareil de l'État pour obtenir les économies et la maîtrise de la dépense publique. Alors, est-ce que le président n'a pas évoqué beaucoup de chiffres vendredi matin? Quelques annonces quand même sur la mutualisation des services dans les différents corps de l'armée, des économies sur les frais de justice avec des visioconférences pour économiser les coûts de transfert des détenus, une réforme des aides au logement pour éviter que 70% des Français puissent prétendre au parc social et la confirmation de la rationalisation des dépenses du Quai d'Orsay. Marie-Laetitia. Oui, parmi les mesures d'économie, Nicolas Sarkozy a également annoncé une forte réduction de la présence diplomatique dans le monde. Il a cité en exemple le Sénégal où le service diplomatique de la France compte plus de 700 personnes. À Paris également, il y aurait trop de fonctionnaires au Quai d'Orsay. Patrick Sauce. Le sénateur de Haute-Loire, Adrien Goutéron, vient d'effectuer un contrôle des effectifs au Quai d'Orsay et il a fait ses comptes. Ambassadeurs plus consuls généraux, cela fait un total de 300 postes. Or, le ministère emploie 370 hauts diplomates. 70 d'entre eux ne servent donc à rien. Il y a donc là un problème en termes budgétaires sans doute, en termes de bonne utilisation des moyens de l'État, mais il y a un problème aussi en termes humains, parce que ces personnes-là, elles seraient normalement en droit d'avoir des postes qui soient à la hauteur sans doute de leur ambition et en tout cas de leurs possibilités. En cause, l'âge des diplomates qui espèrent toujours obtenir un poste de prestige avant la fin de leur carrière. Résultat, les plus anciens ne veulent pas entendre parler de mobilité professionnelle.
Il faut qu'assez tôt, dans le déroulement de leur carrière, ces personnes sachent, quand elles ont 40, 45 ans, qu'il y a des chances ou des risques pour qu'elles ne puissent pas aboutir au poste pour lequel, pourtant, elles ont souhaité entrer dans cette carrière. Donc il faut aussi leur offrir des possibilités de placement à l'extérieur, et il faut une cellule, peut-être, de reclassement. Après une première vague de départ initiée fin 2007, Bernard Kouchner souhaite faire une offre aux diplomates sous-employés, une forte prime contre leur démission. Alors André Valigny, pour vous, les annonces de Nicolas Sarkozy ce matin, elles sont une étape importante pour la réforme de l'État ? Qu'il faille réformer l'État, tout le monde le dit, tout le monde le sait, il faut le faire en permanence d'ailleurs. Qu'il faille faire des économies dans certains domaines, je le répète, dans le domaine diplomatique, dans la représentation de la France à l'étranger, c'est sûrement vrai, et il faut le faire. Qu'il faille mutualiser les moyens administratifs dans le domaine militaire, il faut le faire aussi. Mais moi, je souhaiterais que le gouvernement annonce que les économies qu'il va réaliser dans les domaines que je viens de citer, ces économies serviront à créer des postes dans les hôpitaux, en termes d'infirmières, d'aides-soignantes, dans les écoles, au lieu d'en supprimer, comme c'est le cas aujourd'hui, dans les commissariats de police, dans les gendarmeries, en milieu rural, où les services publics s'en vont, dans la justice qui devait être une grande priorité du quinquennat. Donc, c'est sûr qu'il y a des économies à faire. Il a clairement adressé un message ce matin, le chef de l'État. Il dit, on ne fait pas la rigueur, on fait la réforme. On ne fait pas la rigueur, on fait la rationalisation. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Nous, on dit qu'il faut faire la réforme et qu'il faut faire du progrès. La réforme, oui, si elle va dans le sens du progrès social, du progrès économique, du progrès dans la qualité de vie des Français, du progrès dans les hôpitaux, les écoles, les services de sécurité, les tribunaux. Il y a des besoins criants, tous les Français le savent, le sentent, le voient tous les jours, notamment dans le domaine de la santé, le vieillissement de la population, le quatrième âge, le handicap, la dépendance. Il y a des besoins énormes à satisfaire. Alors vous avez la certitude que dans ces secteurs-là, le gouvernement va supprimer des postes, qu'il ne le fera pas à bon escient, qu'il le fera dans le mauvais sens, dans le sens souhaité par les socialistes? S'il supprime des postes dans ces domaines-là, ce sera très grave. Mais vous en avez la conviction aujourd'hui qu'ils le feront? Il ne l'a pas encore dit, mais on peut le craindre. En tout cas, nous, on le met en garde. Nous serons très vigilants. Et j'ajoute... Est-ce que votre RGPP ne ressemblerait pas de près à celle qui pourrait être en train de se mettre en place? On ne peut pas parler comme ça de façon générale et globale. La RGPP, comme vous dites, la Revue Générale des Politiques Publiques, si elle sert à faire des économies utiles dans le domaine militaire ou diplomatique, pourquoi pas? À condition que les économies que l'on fait servent justement à faire des progrès dans le domaine social, de la santé, de la sécurité, de la justice, de l'éducation nationale. Il y a tellement de choses à faire, tellement de besoins à satisfaire, tellement de gens en souffrance dans ce pays, que ce serait quand même dommage de ne faire que des économies budgétaires sans que les Français en profitent. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à l'issue de ce quinquennat, on portera au crédit de la droite peut-être d'avoir réussi la grande fusion entre la NPE et l'UNEDIC? On peut-être sera gré à la droite de n'avoir pas remplacé un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement qu'encore une fois on dise, eh bien les réformes douloureuses, c'est la droite qui les fait, la gauche elle ne les fait pas? Moi je n'ai pas peur à la fin du quinquennat qu'on puisse dire que la France va mieux et que les Français vivent mieux. Je vous donne rendez-vous dans 4 ans. La question qu'on devra se poser, que nous poserons à Nicolas Sarkozy, c'est est-ce que la France va mieux et est-ce que les Français vivent mieux? Faire des économies budgétaires pour faire des économies budgétaires, ça ne veut rien dire. Nous n'avons pas à avoir une vision notariale, comptable de la gestion de l'État. On gère l'État, on mène une politique, on mène des politiques pour améliorer la situation des Français. Ça veut dire que vous ne faites pas confiance à la politique de civilisation promise par le chef de l'État début janvier? Quelle civilisation? Celle de M. Hortefeux, qui chasse les sans-papiers jusque dans les écoles, celle de Mme Dati, qui veut emprisonner toujours plus d'enfants, mais adoucir la justice pour les hommes d'affaires? C'est ça la civilisation que veut mener M. Sarkozy, la politique de civilisation qu'il veut mener? Drôle de civilisation, hein? Allez, on va finir la semaine avec l'actualité de votre famille, André Valigny, pas de jaloux. La folle actualité du Parti socialiste qui n'en finit plus de préparer son congrès. Ils sont désormais légion, les candidats à la succession de François Hollande pour le poste de premier secrétaire. Des candidats au moins tous d'accord sur un point, il ne faut pas anticiper la date du congrès. Tout de suite, la revue des prétendants avec Pierre Bonde-Joseph. Après 11 ans à la tête du PS, François Hollande laisse un parti sur une victoire électorale et une guerre de succession sans héritier désigné. C'est peut-être la première fois que les militants auront à ce point le choix de leur leader. Avec Claude Barthelone qui se sent depuis dimanche l'étoffe d'un premier secrétaire, on dénombre pas moins de 6 autres postulants déclarés ou en passe de l'être. Marie-Lise Lebranchu, Ségolène Royal, Bertrand Delanoë, Julien Drey, Pierre Moscovici ou encore Martine Aubry.
Mais tous ne s'engagent pas avec la même ambition. D'un côté, il y a ceux qui s'imaginent rue de Solferino et seulement rue de Solferino, dans le costume d'un premier secrétaire d'abord occupé à réformer le parti. Et les autres, les deux autres, devrait-on dire, Bertrand Delanoë et Ségolène Royal, candidats potentiels à la tête du PS et pourquoi pas au-delà. S'ils gravitent autour du même soleil, tous ne défendent pas le même projet. Face à Pierre Moscovici, le social-démocrate européen convaincu, partisan comme Bertrand Delanoë d'un accompagnement social de la mondialisation, Martine Aubry tout comme Claude Barthelone, qui lui avait prôné le non à la Constitution européenne, défendent eux davantage l'intervention de l'État. Pas tout à fait à la jonction de ces courants, hors des appareils, Ségolène Royal, elle, est plutôt libérale en économie et a des positions plus conservatrices sur les questions de société. Dernier clivage, les alliances. Avec qui le Parti socialiste doit-il travailler? Ségolène Royal a clairement affiché sa préférence pour un rapprochement avec le MoDem. Julien Drey, lui, défend l'idée d'une coalition arc-en-ciel de l'extrême gauche au centre. Bertrand Delanoë est, lui, plutôt dans la stratégie du ni-ni. Ni alliance avec la gauche de la gauche, ni alliance avec le centre, et pour un PS capable de s'imposer seul. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun des candidats n'aura la majorité à lui seul au prochain congrès qui devrait se tenir début novembre. Des alliances devraient donc se nouer pendant l'été et la constellation socialiste encore changer. André Vallini, vous pensez que Ségolène Royal ferait une bonne première secrétaire ? Ségolène Royal a beaucoup de talent, beaucoup de capacités, bien sûr. Elle a fait un score remarquable à l'élection présidentielle. Elle est en situation d'être à nouveau notre candidate. Et je pense que si elle veut être à nouveau candidate en 2012, d'autres peuvent l'être aussi, elle n'a pas forcément intérêt à s'immerger dans le fonctionnement quotidien du Parti socialiste. Premier secrétaire, c'est une tâche ingrate, difficile, qui n'est pas forcément valorisante en termes d'image. Et donc moi je conseille à Ségolène Royal, comme à Bertrand Delanoë, qui lui aussi peut prétendre à être candidat en 2012, de ne pas postuler à cette fonction. Et donc qui serait excellent pour mettre les mains dans le cambouis? Alors là, il y a beaucoup de candidats, vous l'avez dit vous-même. Non, moi j'en ai pas. Moi, je suis Ou alors vous faites de la langue de bois. Non, je suis pas langue de bois, je trouve qu'on frise le ridicule avec cette annonce chaque semaine d'un candidat nouveau ou d'une candidate nouvelle. Moi je suis un militant respectueux des statuts du parti et du calendrier du parti. Le premier secrétaire, il est élu après le congrès. Le congrès a lieu avant. Et pendant le congrès, on débat, on discute de l'orientation du parti. Et le premier secrétaire est issu de la motion qui a emporté la majorité des suffrages, de la motion d'orientation. Donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ne commençons pas à nous lancer dans un concours d'ego ou de personnalités qui ont besoin d'exister dans les... Il ne faut pas minimiser la question du leader. Elle est importante, cette question, pour un parti politique. Bien sûr qu'elle est importante, mais le leader, il doit appartenir au courant majoritaire, à la motion qui gagnera le congrès. Donc on parle d'abord politique, on parle d'orientation, de stratégie, avec l'extrême gauche, avec les centristes, on parle de tout ça en juillet avec les contributions, en septembre et octobre avec les motions, et puis une fois qu'on a tranché, que les militants ont voté sur l'orientation du parti, on regarde dans la motion majoritaire qui est le mieux à même. Parlons stratégie, n'attendons pas juillet, parlons stratégie, parlons politique tout de suite. Il y a clairement un vrai clivage aujourd'hui, c'est celui qui existe entre Ségolène Royal et Bertrand Delanoë sur la question de l'ouverture au MoDem. À qui donnez-vous raison dans cette affaire ? Mais moi, je n'ai pas à me situer par rapport à Bertrand Delanoë ou Ségolène Royal. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi éloignés que ça l'un de l'autre. Mais jusqu'où est-ce qu'il faut tendre la main au MoDem ? Mais nous n'avons pas à tendre la main. Nous avons à être nous-mêmes, socialistes. Et être vous-même, c'est faire le grand écart ? Non. Nous avons à redéfinir ce qu'est le dessein EIN socialiste pour le XXIe siècle. Nous sommes en train de redéfinir notre déclaration de principe. Nous allons débattre de l'orientation du parti. Et puis, une fois qu'on aura mis à jour notre doctrine, lorsqu'on sera au clair avec nous-mêmes, à ce moment-là, nous dirons à l'extrême gauche, au centre, aux communistes, aux radicaux, aux écologistes, venez nous rejoindre, discutons, voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous voulons faire pour la France. Si certains veulent nous rejoindre, des centristes ou des gens de l'extrême gauche, et qui nous disent, nous sommes d'accord avec vous pour faire ça pendant 5 ans, sur un contrat de gouvernement très clair, sur un contrat de législature, pourquoi pas? Dernière question, André Vallini, comment cela se fait-il que vous vous posiez ces questions, la rue de Solferino, depuis si longtemps, depuis tant de mois, j'allais dire presque tant d'années?
Quelle question? Toutes celles que vous venez de nous résumer. Mais ces questions, on se les pose en permanence parce que nous essayons d'agir en responsable politique intelligent et nous essayons de comprendre le monde tel qu'il évolue, la mondialisation économique, la société telle qu'elle bouge. Les aspirations d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier. Donc on doit sans arrêt se remettre en cause ce que nous pensons, ce que nous proposons aux Français. C'est tout à fait normal. Nous sommes une formation politique vivante et je l'espère intelligente. Et c'est ce que vous faites aussi dans votre livre. Vous avez 10 secondes pour nous en rappeler le titre et l'éditeur. Justice pour la République aux éditions de l'Archipel en librairie le 23 avril. Et voilà, de la pub gratuite. Merci beaucoup André Valigny d'avoir été notre invité. Parlement Hebdo, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. À la semaine prochaine donc.